Les identifiants servent à nommer les éléments de ton code Java. Ça peut être par exemple les variables, les classes, les méthodes, les paramètres, les packages ou les interfaces. Grâce aux identifiants, tu peux ensuite réutiliser ces éléments ailleurs dans ton code. Concrètement, tu donnes un nom à quelque chose, puis tu peux l'appeler et l'utiliser plus loin dans ton programme. Il existe plusieurs règles à respecter. Premièrement, un identifiant est une suite d'un ou plusieurs caractères composés de lettres ou de chiffres. Mais attention, le premier caractère doit obligatoirement être une lettre. Deuxièmement, un identifiant ne peut pas être un mot-clé du langage. Par exemple, tu ne peux pas utiliser true, false ou nul à titre d'identifiant. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs réservées par le langage. Tu ne peux pas les utiliser comme nom de variable ou de classe. Troisièmement, un identifiant ne peut pas contenir des caractères ayant une signification particulière dans le langage. Par exemple, tu ne peux pas utiliser un espace, une tabulation ou certains caractères spéciaux, arrobase, point d'exclamation ou dièse. Ces caractères ne sont pas autorisés dans un identifiant. Prenons l'exemple de notre première classe, Tuto Java 2026. Le nom de ma classe, c'est Tuto Java 2026. À l'intérieur de cette classe, on a une méthode qui s'appelle la méthode main. En paramètre de cette méthode main, on a également une autre classe qui s'appelle la classe string. C'est cette classe qui va permettre de gérer les chaînes de caractères. Donc à l'intérieur de la méthode main, on a un tableau de chaînes de caractères. Le tableau est matérialisé par les crochets ouvrants et fermants. C'est donc un tableau de chaînes de caractères nommé args. Tous ces éléments que je viens de citer sont donc des identifiants. À l'intérieur de ta méthode main, tu vas déclarer une variable de type integer, c'est-à-dire un entier, que tu vas nommer valeur. Valeur est donc l'identifiant de ta variable. Tu vas lui affecter la valeur 10 et ensuite tu vas afficher la valeur de ta variable valeur en utilisant la méthode println. C'est donc dans les paramètres de ta méthode println que tu vas réutiliser ton identifiant valeur afin d'afficher le contenu de ta variable valeur dans ta console. Ton identifiant respecte bien les trois règles, c'est-à-dire le premier caractère doit être obligatoirement une lettre, ton identifiant ne contient pas les mots-clés du langage et enfin il ne contient pas de caractère ayant une signification particulière dans le langage, c'est-à-dire pas d'espace, pas de tabulation et aucun caractère spéciaux interdit. Il s'agit donc d'un identifiant valide, donc tu n'as pas de message d'erreur dans ton IDE. Tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. La valeur de ta variable valeur, c'est-à-dire 10, apparaît bien dans ta console. Cette fois-ci, on va parcourir ensemble quelques identifiants invalides. Premier exemple, un identifiant qui commence par un chiffre. Ton IDE te signale immédiatement une erreur à l'emplacement précis de celle-ci. Et au survol de l'ampoule rouge, l'IDE te suggère des corrections. Si on clique par exemple sur Remove Expression, l'IDE corrige l'erreur et tu obtiens un identifiant valide. Même chose avec un espace, un arrobase, un tiré du 6, un point d'exclamation ou un dièse. Tous ces caractères ne sont pas autorisés dans un identifiant. Et si par exemple tu essayes d'afficher la valeur d'une variable ayant un identifiant invalide, par exemple un identifiant contenant un dièse, tu obtiendras un message d'erreur dans ta console. Dans cet exemple, le message est illegal character avec la précision du caractère en question, c'est-à-dire dièse. Même chose, si ton identifiant commence par un chiffre et que tu essayes d'exécuter ton code, tu obtiendras l'erreur not a statement. Si tu supprimes le chiffre 1, ton identifiant redevient valide et si tu exécutes ton code, tu n'auras plus d'erreur. Les variables permettent de mémoriser différentes valeurs utiles au fonctionnement d'une application pendant son exécution. Autrement dit, une variable sert à stocker une information que ton programme pourra réutiliser plus tard. Une variable doit toujours être déclarée avant d'être utilisée dans le code. La déclaration d'une variable permet de définir ses caractéristiques, notamment son type et son emplacement dans le programme. En Java, selon l'endroit où elle est déclarée, une variable peut appartenir à différentes catégories. Si une variable est déclarée à l'intérieur d'une classe, on parle d'une variable d'instance. Si elle est déclarée avec le mot-clé statique à l'intérieur d'une classe, on parle alors d'une variable de classe. Et si la variable est déclarée à l'intérieur d'une méthode, on parle d'une variable locale. Les paramètres d'une méthode peuvent également être considérés comme des variables locales. Tu peux par exemple le voir dans la méthode main, qui est la méthode qui permet de démarrer ton programme. Il existe également quelques règles à respecter pour nommer une variable en Java. Tout d'abord, le nom de la variable doit commencer par une lettre. Il peut ensuite contenir autant
autant de caractères que nécessaire. Java est sensible à la casse, ce qui signifie qu'il fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. Le nom d'une variable peut être composé de lettres, de chiffres ou du caractère tiré du bas. En Java, on écrit généralement les noms de variables en minuscules, sauf la première lettre de chaque mot si le nom de la variable en contient plusieurs. Dans cet exemple, chaque nouveau mot commence par une majuscule. Les espaces et les accents sont interdits dans le nom d'une variable. Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés non plus. Enfin, tu ne peux pas utiliser les mots-clés du langage Java comme nom de variable. Par exemple, tu ne peux pas utiliser static, int, double, class. Ce sont des mots réservés au langage. Lorsque tu déclares une variable, tu dois également préciser son type. Le type indique quelle information la variable peut contenir et quelles opérations peuvent être effectuées avec cette valeur. En Java, il existe plusieurs types de bases que l'on peut classer en différentes catégories. Premièrement, les types numériques entiers. Pour stocker des nombres entiers, Java propose plusieurs types: byte, short, int, long. Pour les nombres avec des décimales, on utilise le type float ou le type double. Et enfin, pour stocker un caractère unique, on utilise le type char. Dans la suite du tutoriel, on va voir comment déclarer une variable et l'utiliser concrètement dans le code. Commençons par les variables de type numérique entier. Tu vas déclarer 4 variables en utilisant les différents types disponibles en langage Java. Première variable, une variable de type int, c'est-à-dire un integer que tu vas appeler int et tu vas lui assigner la valeur 10 000. Int est le type d'entier le plus utilisé en Java pour stocker des nombres entiers. Il va te permettre de stocker des valeurs comprises entre moins 2 milliards et plus 2 milliards. Donc dans la plupart des programmes, on utilise int par défaut pour les nombres entiers. Si tu ne sais pas quel type choisir, utilise int. Deuxièmement, tu vas créer une variable de type byte que tu vas appeler bt et tu vas lui assigner la valeur 14. Le type byte est le plus petit type entier en Java. On l'utilise quand on veut stocker de très petites valeurs, comprises entre moins 128 et 127. Autant te dire que c'est un type qui est très peu utilisé. Troisièmement, tu vas créer une variable de type short, tu vas l'appeler sh et tu vas lui assigner la valeur 123. Le type short va te permettre de stocker des nombres un peu plus grands que le type byte. Il va te permettre de stocker des valeurs comprises entre moins 32 768 et 32 767. Ensuite, tu vas créer une variable de type long que tu vas appeler LG et tu vas lui assigner la valeur 123 762 883. Tu l'as bien compris, le type long va te permettre de stocker des nombres très grands, c'est-à-dire au-delà de 2 milliards. Une fois que tu as terminé de déclarer tes 4 variables, tu vas ensuite les utiliser et afficher un message dans ta console afin d'obtenir la valeur de chaque variable. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de ta méthode, entre guillemets double, tu vas afficher un message, par exemple, valeur de in, 2 points, puis tu vas utiliser l'opérateur de concaténation, c'est l'opérateur lus, qui va te permettre de lier la chaîne de caractères avec le contenu de ta variable in. Tu vas ensuite faire la même chose pour les autres variables et ensuite tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans la console. Et c'est bien le résultat attendu. Les 4 messages ainsi que les valeurs des différentes variables apparaissent bien dans ta console. Passons maintenant aux types décimaux. Pour stocker un nombre à virgule, 2 types sont disponibles, le type float et le type double. Tu vas commencer par créer une variable de type float que tu vas appeler fl et tu vas lui assigner la valeur 2,5. D'ajouter la lettre f à la fin du nombre, sinon Java considère le nombre comme un double. Tu vas utiliser le float pour des nombres décimaux avec une précision limitée, c'est-à-dire environ 6 à 7 chiffres significatifs. Ensuite, tu vas créer une variable de type double que tu vas appeler db et tu vas lui assigner la valeur 2,5. Cette fois-ci, contrairement au float, tu n'as pas besoin d'ajouter de lettres à la fin du nombre. Pour Java, les nombres décimaux sont considérés comme des doubles par défaut. Tu l'as bien compris, pour stocker des nombres décimaux, tu vas utiliser en règle générale un double. Tu utiliseras un float pour des cas vraiment particuliers afin d'optimiser la mémoire et la performance. Mais puisque tu débutes en langage Java, retiens uniquement qu'en règle générale, si tu veux stocker un nombre décimal, tu vas utiliser un double. Ensuite, on va utiliser ces variables afin de les afficher dans la console en utilisant la méthode println. On va ajouter un petit message entre guillemets double, par exemple valeur de fl, et utiliser l'opérateur de concaténation afin de lier la chaîne de caractères avec le contenu de la variable. Tu peux maintenant exécuter ton code pour vérifier le résultat dans la console et c'est bien le résultat attendu. Tu as tes deux chaînes de caractères avec la valeur de tes deux variables fl et db. Dernier type, le caractère et les chaînes de caractères. Pour stocker un caractère, tu vas utiliser
le type char. Et pour stocker une chaîne de caractères, tu vas utiliser le type string. Commence par créer une variable de type char que tu vas appeler caractère et tu vas lui assigner le caractère c'est entre guillemets simple. Ensuite, tu vas créer une variable de type string que tu vas appeler chaîne et tu vas lui assigner la chaîne de caractères Java. Cette fois-ci, entre guillemets double. Comme pour les exemples précédents, on va ensuite afficher les valeurs de nos variables dans notre console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de ta méthode, tu vas ajouter un message entre guillemets double, la valeur de caractère de points et utiliser l'opérateur de concaténation plus pour lier ta chaîne de caractères avec la valeur de ta variable. Tu peux noter que tant que ta variable n'a pas été utilisée dans ton code, elle reste grise et dès qu'elle est utilisée, elle devient blanche. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Les deux chaînes de caractères ainsi que les valeurs de tes deux variables apparaissent bien dans ta console.